Une rencontre œcuménique en commémoration de l'effondrement de Kabassou. C'était il y a 16 ans et l'éboulement avait causé la mort de 10 personnes. Aujourd'hui, prêtres, imams et proches se sont rassemblés au pied du mont en hommage aux victimes. Le maire de Matoury, à nouveau lâché par sa municipalité, Gabriel Serville, a échoué dans sa tentative de rallier les conseillers à sa cause. Le compte administratif et le budget ont à nouveau été rejetés. Le point à suivre. Enfin, les tarifs des produits alimentaires en Guyane coûtent 34% plus cher que dans l'Hexagone. C'est le résultat d'une étude de l'INSEE publiée la semaine dernière. Le coût global de la vie, lui, s'élève à 11% plus cher. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Le 16 avril 2000, à 13h45, un pan de la colline de Kabassou se détache. 300 000 mètres cubes de terre trop humide se déversent jusque sur la RN1 et emportent 10 personnes. 16 ans après, jour pour jour, des responsables religieux de Guyane, le MDES, mais aussi les proches se sont rendus sur les lieux pour rendre hommage aux disparus. Mia Pierre a assisté à la cérémonie. La Guyane, nous pays, nous contentons, nous qui mourir plutôt. Et longtemps, nous t'es beaucoup. Aujourd'hui, on célèbre le 16e anniversaire de la catastrophe de Kabassou. Donc c'est un événement important pour l'histoire de la Guyane, pour l'histoire de la commune. Et on souhaitait en tout cas faire ce devoir de mémoire chaque année. Donc ça fait bien 16 ans qu'on participe à la mémoire pour les victimes de Kabassou. On a beaucoup œuvré pour qu'il y ait une stèle et on continue pour pouvoir être auprès des familles et les soutenir dans cette épreuve. Donc c'est un lieu qui est important pour que les familles puissent venir se recueillir, pour que les familles se souviennent, mais aussi que tous les Guyanais se souviennent de ce qui s'est passé ici, de la catastrophe qui a eu lieu donc le 19 avril 2010 à Kabassou. Il y a eu beaucoup de victimes, c'est un événement qu'on ne peut pas oublier, c'est un événement grave et qu'on fasse le nécessaire pour que ce genre d'événement, de catastrophe ne se reproduise plus. Et vous l'aurez compris, il s'agissait bien du 19 avril et non pas du 16 avril. Dans l'actualité, le maire de Kourou se disait confiant. Il a validé hier soir son compte administratif 2015 et le budget 2016. Et pendant ce temps-là, défiance toujours de mise et toujours tenace vis-à-vis du maire de Matoury, lâché par sa propre majorité. Il a donc à nouveau tenté de rallier le conseil à sa cause. Peine perdue pour Gabriel Serville. Budget et compte administratif ont tous deux été rejetés à 22 votes contre 13. Mia Pierre. La salle est comble, tout le monde écoute avec attention. Gabriel Serville essaye de convaincre. Il revient sur le travail qu'il a effectué depuis 2 ans, rappelle l'état des comptes de la mairie de Matoury lorsqu'il a été élu. Mais en lire sur certains visages, les dés sont déjà jetés. Le maire tente une ultime tentative, soumet au vote le budget de la municipalité pour l'année 2016. Rien à faire, Gabriel Serville se retrouve en minorité face à son conseil municipal. 21 voix contre. 14 pour, le budget de l'année 2016 est rejeté. Je considère que c'est regrettable qu'on arrive à ce stade, mais l'engagement que j'ai porté vis-à-vis de la population, pour laquelle je me battais depuis 2008, de 2008 à 2014, aux côtés de certains collègues, dont la collègue Yolande Kademart, aux côtés d'autres collègues qui nous ont rejoints, moi je considère que cet engagement-là, il est intact. Maintenant, c'est à nous de prendre le temps de pouvoir reconsidérer comment on va continuer à avancer, parce que mon ambition c'est de continuer à avancer avec les femmes et les hommes qui ont envie de se mettre au service de la population. La semaine dernière, ils avaient déjà rejeté le compte administratif 2015. Les réfractaires évoquent un vote négatif pour une question de cohérence. Il y avait 2 problèmes, un problème de fond et un problème de forme. Le problème de fond, il n'a jamais été résolu. Aujourd'hui, on nous présente un compte administratif et nous irions vers la voie de l'illégalité si nous l'avions adopté. Dans tous les cas, le problème de fond n'est pas résolu puisque nous l'avons dit, c'est une motion de défiance que nous avons votée, que nous avons publiée la dernière fois pour dire que nous n'avions plus confiance parce que nous n'étions pas associés aux décisions, que le maire aujourd'hui prenait seul toutes les décisions. À Matoury, la majorité a volé en éclats. C'est maintenant le préfet qui devra prendre la main pour élaborer le budget.
Et cela ne vous aura pas échappé, toutes les communes y passent et le dernier rendez-vous en date était celui de Regina ce matin. Jamais 203, après l'échec de Irakubo puis de Maturi. Là aussi, la rencontre a tourné court. La séance a été levée juste après le rejet du compte administratif. Nous recevons justement pour en parler le maire de Regina, Michel Kouami. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc que vous attendiez peut-être à ce désaveu de la part de vos conseillers. Alors, il ne s'agit pas du rejet du compte administratif, puisque nous n'en étions pas arrivés jusqu'à ce point. Nous n'en étions qu'au point du compte de gestion. Et là-dessus, les conseillers soulignaient des désaccords, des flous finalement sur les documents qui avaient été transmis. Alors, le compte de gestion, c'est un document qui est établi par le comptable public, c'était un agent de l'État. Donc, ce document n'émane pas de nous, il est fort d'une sincérité absolue, et pourtant, il a été rejeté. C'est toute là la particularité de cette situation. Vous avez donc décidé de lever la séance plutôt que d'essayer d'expliquer cette situation ? Cette levée de séance s'imposait puisque dès lors que le compte de gestion n'est pas voté, le reste de l'ordre du jour ne peut pas être évoqué puisque le compte administratif dépend du compte de gestion et le budget primitif dépend du compte administratif. Alors, quand même, ça faisait très longtemps que les conseillers n'étaient pas tous réunis ensemble pour une séance. 3 conseillers ont donc voté pour, 9 contre, 2 autres se sont abstenus. Votre majorité, finalement, vous lâche aujourd'hui. Est-ce que vous pensez avoir échoué quelque part ? Alors, la question de la majorité, elle se pose depuis une bonne dizaine de mois, cette question-là, mais elle est la traduction. Et d'une certaine manière, je ne vous cache pas que nous ne sommes pas tout à fait fâchés de ce qui arrive, puisque ça jette une lumière crue sur ce qui se passe à Regina. Nous sommes éloignés. Pour vous, c'est une bonne chose que ça passe, je ne dirais pas ça, mais je dirais que c'est aujourd'hui un mal pour un bien. Parce qu'enfin, on cherche à comprendre ce qui se passe à Regina. On pourrait croire qu'il s'agit, un petit peu comme mon homologue sur Maturi, d'une question politique. La question est loin d'être uniquement politique. Nous avons dénoncé des malversations sur le plan judiciaire et je crois sincèrement que ces malversations-là sont pour quelque chose dans le blocage qui est instillé dans la vie communale. Alors justement, quelles sont ces malversations ? Est-ce que vous faites peut-être écho à Madame Parent, contre qui vous avez porté plainte récemment, Monsieur Désert également ? La question de Madame Parent est relativement mineure par rapport au cas de Monsieur Désert. Alors quelles sont ces malversations ? Alors, nous l'avons largement expliqué et l'ARS nous a fait part d'une nouvelle hors norme, à savoir que M. Désert n'était pas titulaire des terrains desquels il se prétendait titulaire sur la commune de Regina. Il se trouve que ces courriers sont parvenus en mairie, ces courriers sont étayés par des déclarations de France Domaine qui indiquent bien que les terrains occupés actuellement par M. Désert dans la commune de Regina ne font pas l'objet de publication à France Domaine et à la conservation des hypothèques. Une information comme celle-là, portant sur 13 hectares, concernant un élu de la commune, un notable de Guyane, c'est une information qui est quand même hors norme et on comprend qu'elle puisse avoir des répercussions sur la commune. Des répercussions et des répliques sur la manière dont la commune fonctionne finalement. Alors selon vous, c'est à cause de ce problème-là, d'ailleurs l'instruction est toujours en cours, le jugement devrait sortir normalement le 21 avril si je ne me trompe pas. Vous pensez que c'est la raison pour laquelle... J'ai eu cette information par des courriers dispersés. Entre-temps. Et ensuite, l'ARS m'a communiqué le 1er mars dernier l'entier dossier qui fait état d'une enquête sérieuse, une centaine de pages, qui cherche à savoir qui est propriétaire de quoi sur Regina. Au terme de cette enquête, il en est ressorti que M. Désert n'est pas propriétaire de la parcelle AB qu'il revendique sur la commune. Il a un autre titre. Ces titres-là, c'est celui dont il s'est toujours prévalu pour imposer ses droits sur la parcelle AB de la commune de Regina. Dès lors que j'ai appris ça, ce dernier dossier du 1er mars 2016, j'ai introduit une action devant le juge d'instruction, donc par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile. Alors selon vous, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui le conseil municipal n'arrive pas à se retrouver sur ces questions de budget et de compte administratif ? Parce que le blocage qui est instillé là a commencé dès lors que ces lettres ont commencé à arriver en commune et à la suite, il n'y a pas eu que ce blocage. Ce blocage n'est qu'un premier symptôme, l'un des symptômes de la manifestation de ce mal. On a eu une demande qui était déposée pour que je sois déjà destitué de mes aptitudes à porter plainte. Ces fameuses délégations qui permettent au maire d'ester en justice, depuis que l'on a perçu qu'il y avait ce danger qui pesait sur le paletot de M. Désert, on a cherché à me destituer de ces pouvoirs-là. On va faire très rapidement parce qu'il ne nous reste plus trop de temps, mais quand même, on avait noté plusieurs désistements dès votre élection, parmi la majorité.
Il se trouve que ces dissensions ont pris naissance dès lors que ces courriers ont commencé à arriver en mairie. Et je vous le dis encore, en insistant peut-être lourdement là-dessus, il se trouve que longtemps, j'ai été tenu à l'écart de ces courriers qui m'étaient destinés. C'est une chose tout à fait curieuse. Et lorsque ces dissensions ont commencé, je ne comprenais pas moi-même pourquoi elles étaient ainsi instillées. Lorsque j'ai mis la main sur un premier courrier, j'ai compris et c'est là que le poteau rose a pu être levé. Alors, encore plus rapidement, Monsieur Kouami, votre homologue de Matoury s'est dit prêt à favoriser une dissolution de son conseil municipal. Est-ce que vous partagez cette démarche? Alors aujourd'hui, la forme de satisfaction que j'ai relevée, c'était celle de savoir que, enfin, les choses pouvaient être dites. Parce que remarquez que c'est la première fois que je vous rencontre pour vous faire ces confidences sur la manière dont les choses évoluent. Cette déclaration, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Donc j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de ce refus de vote. Maintenant, les choses se sont produites ce matin. Nous avons un temps de réflexion que nous mettrons à profit pour savoir ce que nous ferons avec les partenaires, avec la préfecture, avec la Chambre régionale des comptes et avec peut-être les élus qui voudront bien travailler, qui voudront bien peut-être mettre la commune sur la bonne marche. C'est noté. Merci beaucoup, Michel Kouami, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Direction Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe, à présent, 15 jours après le décès de l'ancien maire, le maire Claude Lombion, La décision a été prise. Son ancien premier adjoint, Philipson Francfort, a été élu maire de la commune. On voit ça avec Linda Kayarsi. C'est sans surprise que Philipson Francfort a été élu maire de Morne-à-l'Eau, 24 voix contre 8. Homme de confiance de Jean-Claude Lombion et favori de la majorité. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un jour, vous l'aurez compris, extraordinaire. Après Jean-Claude Lombion, qui a été mon ami, un ami de longue date, j'ai tenu à l'aider jusqu'au bout d'une manière loyale. Aujourd'hui, avec le vote que nous avons aujourd'hui, je réussis à avoir une très belle majorité et donc par conséquent, croyez-moi, le travail que Jean-Claude Lombion a mis en place va se poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette mandature 2020. C'est ce qui était prévu. Aux côtés du nouveau maire, qui depuis 2008 a investi la municipalité de Morne-à-l'Eau, les élus de la majorité, mais aussi de l'opposition. Objectif, donner un nouvel élan à la commune. Aujourd'hui, c'est mon dada, le sport. Ah ben, quand on voit le nombre de difficultés qu'a nos associations sportives et culturelles à Morne-à-l'Eau, je dis qu'il faut prendre la main pour essayer de faire au mieux et d'aider. Et donc voilà pourquoi, avec ma majorité, nous avons décidé, avec l'ensemble des membres de mon groupe et bien entendu du groupe de Madame Makaya, Morne-à-l'Eau autrement, nous avons décidé de rejoindre la majorité pour faire un bon travail et nous disons nous n'avons pas fait pour une histoire de poste, nous le faisons véritablement pour travailler pour les Mornaliens. Bien sûr, une minorité constructive pour faire avancer ma commune, pour faire avancer la société guadeloupéenne. Il ne peut en être autrement puisque nous avons quand même l'habitude de siéger au conseil municipal. Quand il s'agira d'analyser et de discuter sur des problèmes déterminants pour Morne-à-l'Eau, eh bien nous prendrons toute notre part, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ce matin, bon nombre de Mornaliens s'étaient donné rendez-vous pour ce conseil municipal exceptionnel. C'est même nous, là, ici, là. Ça te l'embellit. Qu'est-ce qu'on attend? Qui changement qu'on espérer? Eh bien, nous attendons, c'est nous qui attendons quelque chose. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas rien. Nous sommes supportés. Il a commencé. Il a continué à faire travailler. Mais est-ce que ça peut surprendre vous que c'est Francfort qui est élu maire et pas un autre monde? Non. Est-ce que vous attendez notre candidat? Non. Pas de attendre notre candidat. Pour moi, il n'y a pas de changement, c'est la continuité. Hein? Et puis j'espère que Morne-à-l'Eau va devenir plus attrayant. Parce que là, hein, il y a beaucoup à faire. Hein? Je pense beaucoup de choses pour M. Francfort. Il va continuer et si M. met à côté de lui, c'est encore mieux. Pour Morne-à-l'Eau, parce que Morne-à-l'eau est en train de couler. Et on ne veut pas que Morne-à-l'eau est en train de couler parce qu'il y a tellement de trucs qui passent à Morne-à-l'eau là. C'est dégoûtant. Il y a toujours des embouteillages, toujours des emmerdations à Morne-à-l'eau. On ne voit rien, toujours des délinquances et tout. On veut arranger ça sous Morne-à-l'eau. Morne-à-l'eau a donc un nouveau maire, mais aussi un nouveau conseil municipal de 9 élus, avec en tête de file comme premier adjoint Victoire Jasmin.
Retour chez nous à présent, les produits alimentaires sont toujours plus onéreux que dans l'Hexagone. 34%, c'est l'écart mis en avant dans une étude de l'INSEE publiée la semaine dernière. Une étude qui démontre d'ailleurs qu'un ménage guyanais verrait son budget baisser de 6,8% s'il vivait finalement dans l'Hexagone avec le même mode de vie. On fait le point avec Ayodele Germa. Ce couple fait ses courses pour la semaine. De passage en Guyane, il remarque très clairement la cherté des produits alimentaires par rapport au prix pratiqué en Hexagone. C'est nettement plus cher ici. Ah ouais, parce qu'avec moi il faut dire que c'est la viande aussi qu'on n'a pas pris. Et on n'a pas pris, j'ai pas pris de riz déjà. Comme il ne faut pas manger beaucoup de viande et comme c'est cher, alors les gens préfèrent se rabattre sur quelque chose de moins cher. En Guyane, le niveau de prix des denrées alimentaires est en moyenne 33,9% plus élevé qu'en France hexagonale. Ces résultats de l'INSEE ne tiennent compte que des produits les plus consommés. Concrètement, un produit qui va être d'une qualité quelconque et qui est peu consommé dans un endroit va avoir tendance à être plus cher, alors qu'un produit de qualité équivalente, par exemple d'une autre marque, et qui est beaucoup consommé, pourtant c'est à peu près la même chose, va être moins cher. Donc pour éviter cet effet-là, nous on a pris en compte les produits les plus consommés, mais une globalité de produits. Et parmi les produits de consommation courante, se transporter par avion coûte plus cher. Le poisson, les produits de boucherie, les laitages. On est sur des frais rendus, des coûts de transport rendus à plus de 12 € par kilo. On a un octroi de mer qui vient gonfler artificiellement nos prix de revient et en conséquence nos prix de vente. On a des obligations de couverture de stock dans nos entreprises qui sont plus importantes que ce qu'on peut avoir en métropole. Donc automatiquement, on a de la gestion plus fine. On a une augmentation naturelle compte tenu qu'on a plus de marchandises de la casse. Donc on jette un petit peu plus de marchandises que sur un territoire français. Dans ces grandes surfaces, le directeur estime à moins de 50% la part de l'importation en provenance de l'Hexagone. Réduire les importations pourrait contribuer à réduire les prix. On aura aussi certainement la possibilité de s'approvisionner plus facilement sur nos territoires proches. Je pense au Brésil, je pense à des pays autres qui sont transfrontaliers aux nôtres. Il va falloir que nos responsables se mettent autour de la table pour parler de ça. Les critères européens actuels de la sécurité alimentaire limitent l'accès du marché guyanais aux pays frontaliers. La Guyane dépend à plus de 50% de l'importation en provenance de la France hexagonale. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous verrons les mesures prises par les autorités locales dans la lutte contre le travail illégal en Guyane. Et puis, nous sortirons les planches pour le Martinique Surf Pro. La compétition mondiale de surf a démarré samedi. Retour à suivre en images, bien sûr, sur ces vagues en Martinique. Le travail illégal, une entrave considérable au développement du département. C'est en tout cas ce que révèlent les chiffres. Plus d'un quart de la population active travaille au noir et pour les autorités, il faut agir au plus vite. Ce matin, une convention a été signée entre différentes organisations patronales, la préfecture, le parquet et la direction du travail entre autres. Objectif de l'opération, plus de contrôle, des peines plus lourdes et toute une batterie de mesures. Voici les réactions de plusieurs signataires de la convention au micro de Jonathan Lariot. On peut estimer aujourd'hui que sur 1000 salariés contrôlés en Guyane, vous en avez 25% qui sont en situation de travail illégal. Les chiffres qu'on a rappelés pour 2015 concernant les redressements CGSS et OFI, puisque essentiellement ces travailleurs sont d'origine étrangère, on est à 4 millions d'euros pour chacun. Je veux dire, donc au total 8 millions d'euros. Les sommes sont colossales. Actuellement, le travail illégal est une plaie qui fait obstacle au développement de l'économie, qui fait aussi obstacle au développement d'une concurrence saine, notamment dans le domaine des marchés publics. On ne triche pas, que tout le monde est sur la même ligne de départ avec les mêmes charges et les mêmes contraintes. Et quand on se présente pour prendre un chantier ou pour mettre en œuvre une action économique, on est dans les mêmes conditions de concurrence.
Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre des gens qui ne respectent rien. C'est trop compliqué, ils ne payent rien, ils exploitent des gens, et ce n'est pas 2-3 personnes, c'est plusieurs milliers de personnes sur le littoral qui, tous les jours, travaillent de façon illégale et empêchent les entreprises d'embaucher et de survivre. En bref, maintenant, notez que le directeur général des finances publiques de Guyane est sur le départ. Jean-Claude Hernandez a été nommé au même poste dans le Gers, qu'il rejoindra très bientôt. C'est donc la fin de son deuxième séjour en Guyane. Il avait déjà exercé en tant que directeur régional des services fiscaux dans le département entre 2006 et 2009. Dans le reste de l'actualité, le personnel du port maritime est sous tension. En cause, un plan de modernisation de la société gestionnaire qui prévoit de réduire le personnel de 120 à 71 personnes. Une coupe dans la masse salariale censée permettre l'achat de nouveaux équipements et financer des travaux à hauteur de 15 millions d'euros. Problème, le procédé a déjà été appliqué en 1999. 60 personnes ont été conduites et les grues se font toujours attendre. On écoute le représentant syndical CDTG au micro de Maxime de la Houplière. On veut moderniser le corps, mais la différence c'est que la Somarig décide de reprendre tous nos acquis et de faire un plan d'accompagnement afin de pouvoir payer ses grues, tout simplement. Donc nous on dit que c'est pas possible puisque l'opacité de la politique de la CMA, nous la connaissons pas. À n'importe quel moment, ils peuvent changer d'avis. Et en 99, ils nous ont fait un plan social pour nous dire que l'arrivée des grues est imminente. Et en fin de compte, après, on n'a rien vu. En 2016, ils nous reproposent la même chose encore, l'arrivée des grues, mais en faisant un autre plan social ou bien un plan d'accompagnement, peu importe, je ne sais pas comment ils l'appellent. Mais bon, en fait, tout est déguisé de la manière qu'ils veulent faire les choses. C'est pour cela que nous sommes très vigilants sur de la manière dont ils pensent faire les choses. Pour finir ce journal, je vous propose maintenant de faire un tour du côté du Martinique Surf Pro, championnat mondial de surf débuté ce week-end. Cette deuxième édition compte une quarantaine d'inscrits supplémentaires, de quoi promettre du beau spectacle avec les meilleurs compétiteurs internationaux. Et le public l'a bien compris, il était d'ailleurs très nombreux pour le premier jour de la compétition, samedi dernier. Reportage Loïc Régis. C'est parti pour 2 jours de tour qualificatif à Basse-Pointe. Le public ne s'y trompe pas. Passionnés de la discipline ou simples novices, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour assister au début de l'épreuve. C'est super bien, c'est bien expliqué. Moi, je suis en pleine découverte, donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Ça me donne même envie de monter sur une planche. Des événements comme ça en Martinique, c'est une première. C'est vrai qu'on voit toujours ça à la télé, le surf, c'est pas vraiment dans notre culture. Alors je me suis dit non, je viens voir. Les surfeurs s'affrontent par groupe de 4 pendant 25 minutes, dompter les vagues et proposer les plus belles figures. Le spectacle est au rendez-vous, le spot de Basse-Pointe plaît. J'ai adoré l'année dernière parce qu'il y a des super vagues, c'était une belle surprise. J'aime bien l'endroit et j'ai l'impression d'être un peu à La Réunion, mon île. Voilà. L'eau est à la même température que chez moi à Barbade. La vague est une droite comme chez moi. J'ai l'habitude de surfer dessus. Donc pour moi, ce n'est pas une difficulté technique. Et j'adore cette vague. Cette année, le nombre de participants est en hausse. Une bonne nouvelle pour les organisateurs. C'est vrai que c'est une étape phare de la première partie de l'année des professionnels. Donc c'est devenu une étape incontournable, de par son nom, de par de sa réalisation en 2015. Et donc du coup, on a été très honorés de recevoir les plus de 144 personnes. La destination Martinique figure depuis 2 ans maintenant aux épreuves qualificatives pour le championnat du monde. Une initiative tentée par 2 Martiniquais. La Ligue mondiale de surf a tenté le pari. C'est pas risqué, mais c'est toujours un petit peu osé d'aller sur une nouvelle destination parce que évidemment il n'y a pas eu de compétition ici avant. Mais bon, c'est pas le seul endroit, il y a plein d'endroits aussi en Europe et dans le monde où forcément il y a une première fois à tout projet. Et donc il faut essayer de faire confiance aux organisateurs. À l'issue de cette première journée, 96 surfeurs se sont qualifiés pour le 2e tour. Jusqu'au 24 avril, la ville de Basse-Pointe va vibrer au rythme des vagues. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Une rencontre œcuménique en commémoration de l'effondrement de Cabassou. C'était il y a 16 ans. 300 000 mètres cubes de terre s'étaient déversés jusque sur la RN1, faisant 10 morts. Prêtres, imams et proches se sont rassemblés en hommage aux victimes aujourd'hui.
Le maire de Matoury, à nouveau lâché par sa municipalité, son compte administratif et son budget 2016 ont à nouveau été rejetés en conseil municipal hier soir. Même scénario à Régina ce matin, le maire Michel Kouami était notre invité. Enfin, les tarifs des produits alimentaires en Guyane coûtent 34% plus cher que dans l'Hexagone. C'est le résultat d'une étude de l'INSEE publiée la semaine dernière. Le coût global de la vie revient, lui, à 11% plus cher que sur le plan national. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, l'info continue avec nos confrères de BFM TV, puis ce sera votre émission Face à Face avec Farouk Amri. Très bonne soirée à vous, à demain.